On attendait ce moment-là depuis longtemps. La vallée de la Loire rejoint enfin le patrimoine mondial. L'UNESCO vient de reconnaître la partie dite Loire moyenne entre Sully-sur-Loire dans le Loiret et Chalonnes dans le Maine-et-Loire. L'aménagement du fleuve de la période romaine et peut-être préhistoire, je ne sais pas, il y a un rapport qui a développé entre les hommes et la nature. Et c'est ça, et les expressions de ça avec l'architecture, les levées, etc., qui a fait un paysage culturel. C'est, dit-on en coulisses, à cause de la présence de centrales nucléaires en bord du fleuve que le comité de l'UNESCO a rejeté le classement du Val-de-Loire au patrimoine mondial. Il est clair que la Loire n'a pas été retenue et que l'argument des Australiens, c'est la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux. Les Verts régionaux sont évidemment déçus. Leur analyse du vote n'est pas très différente de celle d'Éric Doligé. Le Val-de-Loire, enfin inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Classé au titre des paysages culturels, le Val-de-Loire était le seul site français présenté cette année. L'an dernier, certaines voix s'étaient élevées contre la présence dans le périmètre de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux, située entre Blois et Orléans. Le site n'avait donc pas été classé. Cette année, la centrale a été retirée du nouveau périmètre proposé au classement, ce qui a permis l'inscription du Val-de-Loire au patrimoine mondial. L'inscription du Val-de-Loire témoigne de l'évolution constante de la liste du patrimoine mondial. Le Val-de-Loire a été inscrit au titre des paysages culturels et au moment de l'inscription, c'est une catégorie qui est relativement récente puisqu'elle date de 1992, que le Val-de-Loire a été inscrit en 2000. Cette catégorie, elle souligne l'interaction qu'il y a entre l'homme et son environnement et la façon dont l'activité humaine dessine ou construit les paysages. L'inscription UNESCO, elle est née il y a 25 ans d'une volonté avant tout institutionnelle portée par des grands élus du Val-de-Loire et portée aussi par des scientifiques qui avaient une vision experte du paysage. Il y a vraiment de quoi ici créer un modèle de développement que tout le monde cherche, dans le monde entier d'ailleurs. On appelle ça le développement durable. Évidemment, avec l'UNESCO, maintenant, on va donner une dimension exceptionnelle à tout ça. On veut se positionner comme une vallée où c'est l'intelligence qui mène le développement. Un coin du voile a été levé, nous saurons tout le 18 juin. La mission Val-de-Loire Patrimoine Mondial sera créée afin de présenter les projets retenus. La composition et le budget de cette mission seront présentés en même temps. On n'est pas sur une hypothèse de grande structure parce que précisément ça risquerait d'encourir le reproche d'être une usine à gaz. On est sur une démarche de création de missions qui serait nécessairement légère mais qui remplirait cette fonction. La mission Val-de-Loire a été la première structure entièrement dédiée à la gestion et la valorisation d'un bien du patrimoine mondial en France. Cette mission, elle est imaginée comme une structure très souple, très agile, dans la mesure où elle va beaucoup évoluer dans le temps. Elle va expérimenter, elle va se tromper, elle va se redéfinir. Et c'est vraiment ce qui a permis d'ouvrir la voie à d'autres sites français du patrimoine mondial. Plus de 5 ans après l'inscription du Val-de-Loire au patrimoine mondial de l'UNESCO, les traditionnels rendez-vous de la mission Val-de-Loire valaient bien la visite d'un ministre. Très légitimement, un certain nombre de sites qui sont au bord de la Loire méritent la reconnaissance au patrimoine mondial. Et alors là, il y a une petite bizarrerie, mais qui est normale, c'est que le château de Chenonceau, qui n'est pas au bord de la Loire, doit s'inscrire dans la dynamique de ce classement mondial, parce que c'est un phare absolument magnifique. Ce qui est intéressant avec cette inscription, c'est qu'elle a été transmise depuis le haut vers les élus locaux. Donc depuis l'institution un peu étatique, nationale, depuis les grands scientifiques, vers les élus locaux et vers la population.
Une des priorités de la mission Loire maintenant, c'est la question de l'appropriation. On a cet atout, à la fois une inscription parce qu'il y a des atouts naturels, la Loire, le fleuve lui-même, mais aussi la faune, les oiseaux, l'ensemble des éléments naturels, mais aussi le patrimoine historique. Ce dont il était question aujourd'hui, c'était beaucoup la question de l'appropriation. Comment les acteurs associatifs, comment les élus, utilisent cet atout et puis transforment ce trésor. Sur les rives de la Loire, l'UNESCO s'affiche discrètement. Mais pour les amoureux du fleuve, le classement au patrimoine mondial, c'est une fierté et comme une assurance pour l'avenir. Grâce à l'UNESCO, nous sommes en train effectivement de développer l'attractivité touristique du Val-de-Loire. Le classement UNESCO, c'est quelque chose qui vient pour prouver, pour montrer que localement, il y a des gens comme nous et d'autres qui font des efforts. Le tourisme en soi ne permet pas de trouver des ressources, donc il faut valoriser les produits, par exemple les cultures maraîchères qui ont fait aussi la renommée du Val-de-Loire et qui se sont développées entre le fleuve et les coteaux. Donc l'UNESCO pour ça reconnaît l'importance des activités socio-économiques. Maintenant, la Convention du patrimoine mondial en soi ne labellise pas par exemple les produits, mais elle met en valeur l'ensemble des savoir-faire qui permettent la maintenance, la durabilité de ces paysages. C'est l'une des plus belles vues du Val-de-Loire, Amboise. Mais un parc éolien pourrait venir gâcher la carte postale. Des éoliennes par chez nous, c'est pas très fréquent, quoi. On en voit sur les bords des autoroutes, mais là, en plein milieu des châteaux de la Loire, ça risquerait de gâcher le paysage. Je vois pas en quoi les éoliennes, ça rendrait le paysage moins attrayant. Parce qu'en plus, ça a une dimension écologique, en fait. Cette archive, je la trouve intéressante parce que finalement, elle raconte quelque chose d'important qui est le report d'un certain nombre d'activités dont on ne voudrait pas ou qu'on ne voudrait pas voir, mais qui sont liées à nos modes de vie. Derrière l'idée de préserver ou de protéger une vue particulière, donc là qui sont les rives de la Loire et les vues de coteau à coteau, on choisit d'oublier finalement, on choisit de ne pas regarder les problématiques de nos modes de vie et notamment les problématiques écologiques et environnementales. Ces éoliennes seraient des verrues dans le paysage pour les défenseurs du patrimoine. Il s'agit simplement d'éviter des impacts qui sont négatifs en termes esthétiques et c'est le cas de ce projet en particulier qui se trouve à proximité immédiate du château. Quel est le prochain grand projet du Conseil régional qui sera en phase avec les valeurs défendues par l'UNESCO ? C'est de porter une présentation de ce paysage, une présentation de ce site, une présentation de ce vaste espace qui soit complètement en phase avec les attentes de nos concitoyens aujourd'hui. Ils cherchent à retrouver à la fois la culture, nos racines, ils cherchent à retrouver également un patrimoine culturel vivant, la création, et ils cherchent à retrouver la nature. Eh bien, la Loire, c'est tout ça. C'est nature, culture, gastronomie, art de vivre. Il y a un regain d'intérêt pour la Loire, pour cette grande remontée. Qu'est-ce que ça traduit comme transition dans notre rapport au fleuve ? On voit qu'on a un réinvestissement par la promenade, par la Loire à vélo du fleuve. Et l'idée aujourd'hui, c'est de renouveler également plus largement notre rapport en termes d'aménagement, en termes de gestion du fleuve, pour intégrer finalement les héritages du passé, lointains, patrimoniaux, mais également industriels avec les centrales nucléaires, et de façon à préparer notre avenir dans un contexte de changement climatique. Cette inscription UNESCO porte notamment des questions nouvelles sur ce très vaste territoire. Finalement, si on parle de la Loire, est-ce qu'il ne serait pas d'abord important de parler du fleuve, de la santé du fleuve et des savoirs des gens qui vivent près du fleuve ?